Le bureau, c'est le bordel. En extérieur, comme vous pouvez entendre, c'est le bordel aussi. Donc on va faire cette petite vidéo dans le camion. 1, 2, 3, 4, 5. Et bonjour tout le monde, c'est Lumi, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo consacrée aux matériaux de construction. Là aussi pareil, en commentaire épinglé, je vous demande votre avis. Si vous aimez le thème de cette vidéo, c'est-à-dire parler des matériaux avec un vrai retour de pro, n'hésitez pas à liker le commentaire épinglé. Moi, ça m'aidera à voir ce qui vous plaît et à créer du contenu. C'est vrai qu'on a un marché actuel, par rapport à il y a 50 ans, qui est assez fourni en matériaux. On trouve de tout et c'est pas plus mal. Ce que je trouve un peu dommage dans ce marché, c'est que c'est toujours les mêmes matériaux qu'on voit. Et on laisse pas la place à des matériaux innovants et qui sont performants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 matériaux, aussi divers les uns que les autres. C'est-à-dire on va parler carrelage, maçonnerie, charpente, VRD. Le but c'est de vous présenter ces matériaux avec mon expérience perso, c'est-à-dire je les ai utilisés sur chantier et je vais vous dire les avantages, les inconvénients, et ce que j'en pense réellement. Il n'y a aucun partenariat ou sponsoring ou je ne sais quoi. Quand vous allez voir, c'est 8 fabricants complètement différents. De plus, ce n'est pas des tutos, mais je vous mets en lien dans la description de cette vidéo toutes les docs techniques possibles sur ces matériaux. Si vous en avez un qui vous intéresse, vous n'avez qu'à reprendre la documentation ou contacter le fabricant. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est mon expérience perso d'utilisation en tant que pro. Ça, c'est une douche à l'italienne. Ça, ce n'est pas une douche à l'italienne. C'est une question que l'on me pose très souvent, à savoir est-ce qu'on peut faire une douche italienne sur un plancher bois? Et la réponse est oui, avec ça. Alors, la définition d'une douche italienne. C'est une douche sans marche au ras du sol. Le principe de ce receveur de douche de 20 mm. Ici, vous avez votre solivage. Là, notre plancher avec une épaisseur minimale de 22 mm. Quant à lui, le receveur fait 20 mm et on compte 2 mm de colle. Découper le plancher au format du receveur, réaliser un support à l'aide de tasseaux qui seront repris sur le solivage. Faire un chevêtre au niveau du bac d'écoulement, placer le corps de siphon dans l'emplacement prévu, fermer le support avec des panneaux bois, contrôler le niveau d'écoulement du receveur et ajuster si besoin, sceller avec un mortier le corps de siphon, ça c'est une partie réservée au plombier, encoller la face inférieure du receveur, lester le receveur pendant 24 heures et réaliser l'étanchéité au sol. Alors ça, c'est la théorie. Vous savez, tous les fabricants, et notamment les bureaux de marketing qui s'occupent de vendre le produit, c'est-à-dire quand vous lisez leur plaquette commerciale, c'est très simple à utiliser. C'est une merveille. Mais la réalité sur chantier est tout autre. Alors, comme je vous disais, il ne faut pas vous fier aux plaquettes commerciales qui ont tendance à dire que tout est facile. Ça, c'est l'exemple qu'a pris le fabricant. Effectivement, dans ce cas-là, si on doit installer ce type de receveur, il y aura juste à mettre 2 solives de renfort. Donc, dans ce cas de figure, ça va. Mais en revanche, si on se retrouve dans celui-ci, c'est-à-dire l'évacuation est ici et tombe sur une solive, et bien là, il faut complètement refaire une reprise de plancher. Les avantages, bien vous avez une vraie douche à l'italienne. Il existe plusieurs dimensions de receveur, 900-900, 1200 par 900, 1600 par 900, plusieurs écoulements de possibles, centré, excentré, horizontal, vertical, et l'esthétique. Une douche italienne, ça a de la gueule. Alors en plus sur plancher bois, les inconvénients, le prix. Seul un charpentier peut faire une modification importante du solivage et non un plombier carreleur, sauf s'il est habilité à le faire. Si vous décidez de carreler ce receveur avec une mosaïque, il faudra utiliser des dimensions minimales de 20 par 20 mm. Et si vous êtes en norme PMR, c'est-à-dire pour personnes à mobilité réduite, ça sera du 50 par 50. Ça peut paraître facile à installer, mais encore, je le dis une fois, attention, la disponibilité du produit, mais comme c'est un produit qui n'est pas beaucoup demandé, forcément, on a du mal à le trouver, et ça relève du domaine de l'étanchéité. Donc faites attention, ne confondez pas une étanchéité et une protection à l'eau. Ce n'est pas du tout la même chose. Pour conclure sur ce receveur, je l'ai utilisé à 5 reprises, et j'en suis pleinement satisfait. Mais attention, c'est technique à poser, donc faites gaffe. De 1905 à 2002, les sacs de ciment pesaient 50 kg. Et je l'ai connu pendant mon apprentissage et j'en profite pour faire un gros coucou à tous les maçons qui me regardent et qui ont connu ces fichus sacs de 50 kg. Désormais, depuis 2002, on les trouve en 25 ou 35 kg. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette manutention, c'est-à-dire on ouvre le sac, on prend déjà la poussière dans la gueule, on doit le transporter, le vider à la bétonnière, donc il y a une manutention qui n'est pas aisée. Et bien tout ceci, on peut l'éviter comme ça. C'est un sac, tu le balances dans la bétonnière. C'est un sac de ciment multi-usage qui disparaît dans la bétonnière. Le sac disparaît au moment de son utilisation, en une seule étape, tout en gardant intactes les propriétés du béton ou du mortier. On peut l'utiliser pour faire un béton, pour des fondations, des dallages, des planchers, des poteaux, des poutres,
des murs de soutènement, des murs et blocs à bancher, pour confectionner du mortier, pour la maçonnerie des murs, pour du pavage ou du carrelage en post scellé. Attention, il ne faut pas l'utiliser pour du coulis, de l'enduit et des ouvrages esthétiques. Dans ce cas de figure, on ne balance pas le sac dans la bétonnière, on l'ouvre et on déverse le ciment dans la bétonnière. Les avantages, sa polyvalence, on peut l'utiliser pour du mortier ou du béton. On a un chantier propre, c'est-à-dire plus de sacs qui traînent, plus de passage à la déchetterie. La manutention est réduite, l'exposition au ciment, poussière et projections diverses est diminuée. Et je rajouterai un autre avantage important, c'est le gain de productivité. Imaginez les grosses boîtes qui ont besoin par exemple de passer 50 sacs dans la journée, et bien je peux vous garantir que vous allez avoir un gain sur la productivité. Les inconvénients, le prix, comme d'hab. La disponibilité et pour l'instant, et à ma connaissance, il est disponible seulement en classe de ciment 32.5R, voire 42.5R. Conclusion de ce produit, c'est un très bon produit et j'espère à l'avenir que ce genre de produit, on le retrouvera beaucoup. C'est-à-dire le bâtiment fait partie des plus gros pollueurs et j'espère qu'on aura de plus en plus de ce type de produit qu'on peut laisser avec nos ouvrages, sans qu'on ait à jeter, à brûler, à polluer. Vous connaissez certainement ceci. Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe que des plaques de plâtre pour réaliser une plâtrerie sèche, et pourtant, il y a autre chose. Regardez par vous-même. Alors c'est quoi ça? C'est une plaque de terre crue qui offre une véritable alternative aux plaques de plâtre traditionnelles. Ses avantages, faits à base de terre et de fibres naturelles, utilisables en mur ou en plafond, régulent le climat de la pièce, notamment sur l'hygrométrie, aucun polluant, tant en production qu'en transformation, et pas de produits dangereux. Ça reste de la terre avec des fibres naturelles. Tous les avantages de la terre crue, donc là je ferai une vidéo spéciale terre crue, et un autre avantage qui peut paraître bizarre, ça éveille la curiosité des gens. Alors il y a toujours ce petit effet que vous créez chez les amis, chez les proches qui viennent visiter votre maison si vous utilisez ce type de produit. Par exemple, quand vous allez leur dire c'est de la terre crue, ils vont vous dire mais c'est quoi ce truc? Les inconvénients sont le prix. Donc là, petite astuce. Regardez, ici j'ai dessiné le plan d'une maison de plein pied classique. 3 chambres, une salle de bain, un chiotte, un salon séjour, une cuisine et un cellier. Au lieu de faire toute la maison en plaque de terre crue qui coûterait quand même beaucoup plus cher qu'une plâtrerie sèche, pour l'instant, parce que le produit n'est pas trop connu, donc ça coûte quelques sous, on peut très bien procéder de cette manière. Par exemple, faire quelques pans de mur en terre crue dans la maison, notamment ici entre le salon et la chambre 3. Donc là, c'est une cloison séparative en plaque de terre crue. Dans la chambre numéro 2, on peut se contenter de faire un pan de mur en terre crue. Et dans la chambre numéro 1, pareil, la manutention peu aisée et la disponibilité. Pour conclure sur ce produit, tous les produits à base de terre sont l'avenir. C'est mon péché mignon, à la base je suis un terreux et je reste convaincu que les produits à base de terre sont l'avenir. Ils sont très peu connus et je peux vous garantir que je vais attendre que la chaîne prenne du volume pour vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire avec la terre. Alors là, c'est un produit sur lequel je ne vais pas m'étendre car la documentation que je vous fournis est assez... Car la documentation fournie par le fabricant est assez conséquente. Tout simplement que je voulais parler de ce produit car je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de plaquistes qui ne le connaissaient pas. Alors là aussi, je ne vais pas m'étendre sur le produit. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc je vais vous faire le retour de chantier. En fait, je l'ai utilisé chez des clients, des éleveurs de canards. Donc c'était pour le labo, pour préparer les foie gras et compagnie, que j'avais eu à refaire. Je vous raconte pas le carrelage, tout à base d'époxy, un truc super carré. Et le problème qu'ils avaient, c'était cette odeur de plume dans l'eau bouillante. Vous savez, quand vous trempez les canards, ça pue, mais ça pue. Ils voulaient quelque chose contre ça. Et ils avaient trouvé cette peinture. Donc je connaissais pas. Du coup, je leur ai dit, ok, je vous la pose, mais c'est vous qui fournissez. Donc vous êtes responsable de ce produit. D'accord, pas de souci. J'ai mis les réserves, tout ce qu'il faut, et j'ai appliqué cette peinture. Et bien le retour des clients, figurez-vous, qu'ils sont très contents. C'est-à-dire au bout d'1 heure, il n'y a plus d'odeur. C'est juste hallucinant.
Donc c'est une peinture qui est donnée pour une durée de vie entre 3 et 4 ans au niveau de l'odeur. Le retour client, au bout de 2 ans et 9 mois, les odeurs commençaient à rester. Mais pour eux, c'était pas grave, dans le sens, tous les 3 ans, ils avaient prévu de remettre un petit coup de peinture, un petit coup de frais en fait. Donc la seule expérience que j'ai avec ce produit, ben, elle est plutôt positive. Donc j'ai toujours un petit peu un recul par rapport à ça. Donc s'il y a des peintres qui regardent cette vidéo, qui suivent la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Il existe des nattes de désolidarisation, les nattes de drainage. Mais est-ce que vous connaissez ce type de natte? C'est quoi ce matériau? C'est une isolation acoustique au bruit d'impact sous carrelage pour plancher intermédiaire. Voici le chantier d'un collègue à qui j'ai été filé un coup de main. C'était une maison de ville à diviser en plusieurs appartements. Ici, c'est le plancher du rez-de-chaussée et ça, c'est les planchers intermédiaires en bois. Voilà où est-ce que j'ai utilisé ce produit avec le collègue. Le mot d'ordre de ce chantier était le phonique. Chaque appartement était destiné à la location uniquement pour les étudiants, comme on était tout proche de l'université, et ensuite pour de la location saisonnière. Donc le mot d'ordre était le phonique. On a réalisé tout un système de ce qu'on appelle une boîte, ce que vous voyez en vert, dans la boîte. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'isolation phonique, mais si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les avantages de cette sous-couche phonique, de bonne performance acoustique, c'est-à-dire on peut réduire le bruit d'impact de quasiment 20 décibels, une pose rapide, les plaques sont légères, elles se découpent facilement, une faible épaisseur, ça c'est un gros avantage, regardez, ça fait pas plus de 8 mm, dispose d'un AT, c'est-à-dire avis technique, et d'un PVDC acoustique du CSTB, c'est-à-dire du Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment. Donc là, on n'a pas affaire à une plaquette commerciale qui vous vend un produit et dont votre seule possibilité, c'est de vous fier au dire du fabricant. Là, c'est certifié par un organisme indépendant. On peut poser ce matériau sur des panneaux bois, plancher bois, et on peut l'utiliser en neuf ou en réno. Les inconvénients, le prix, comme d'hab, le produit est limité aux locaux P2, selon classement UPEC, et cuisine privative. La disponibilité, petite info importante, il existe des bandes de pontage pour réaliser des points singuliers, tout ce qui est canalisation, par exemple. Mon retour sur ce produit, sur un plancher bois, c'est juste hallucinant. Attention, là on était dans un chantier, le phonique à fond les manettes, donc on a sorti un truc, c'était juste hallucinant. Donc moi, personnellement, ce produit, j'ai bien aimé. Donc le réutiliser à l'occasion, pourquoi pas? Alors, c'est quoi ce matériau? Il est très connu des charpentiers, beaucoup moins des particuliers. C'est ce qu'on appelle une poutre en I. C'est une des appellations d'une catégorie de poutres à profil complexe qui sont employées comme éléments porteurs horizontaux, voire verticaux comme pour des murs d'ossature bois, dans la construction et la rénovation du bâtiment. En gros, ça donne ça. Là, j'ai dessiné une panne normale, j'ai pris les dimensions 220 par 70, et à côté, j'ai pris l'équivalent en poutre en I, c'est-à-dire 220 de hauteur par 90 de large, pour une longueur de 4 mètres. La poutre en I a un poids de 13 kg, alors que la panne a un poids de 29 kg, pour la même résistance mécanique. Voyez la petite différence? Les avantages de ces poutres en I. Une réduction des ponts thermiques, donc regardez. Là, on a une poutre en I, en rouge, c'est l'isolant, et à droite, on a une panne avec aussi pareil, en rouge, l'isolant. Donc, comme on peut le voir, on a une réduction des ponts thermiques qui est assez importante. Une manutention aisée, dû au faible poids, donc ça c'est super agréable, et franchement si vous ne connaissez pas ce matériau, je vous conseille à aller voir par vous-même, vous allez voir le poids, c'est hallucinant. La facilité d'installation des diverses gaines techniques, c'est-à-dire quand on va devoir percer la poutre, imaginez sur une panne on va devoir réaliser un perçage sur 70 voire 80 mm de profondeur, alors que là sur une poutre en I, d'ordinaire on va percer 10 mm. Elle se travaille avec l'outillage de bois habituel, il n'y a pas d'outillage spécifique qui coûte la peau du cul, et l'utilisation des connecteurs standards. Les inconvénients, le prix, la disponibilité, produit non naturel. Donc là, j'ai un avis mitigé. Et pour le 8e matériau, je vais tout simplement répondre à une question de Pierre, un abonné de la chaîne qui désire réaliser un béton désactivé. Est-ce que ces fichus caniveaux, on peut les cacher parce que ça fait moche? Eh bien, figurez-vous qu'il existe des caniveaux invisibles. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces caniveaux. Je vous préfère vous laisser de la documentation dans la description de cette vidéo. Voilà pour cette première vidéo consacrée aux matériaux de construction. Donc là, je vous en ai présenté 8. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ces matériaux.
qu'est-ce que vous en pensez? En bien, en mal, vous êtes libre de vous exprimer du moment que vous êtes respectueux. Si ce type de vidéo retour d'expérience de chantier vous plaît, notamment les matériaux, mais on peut aussi partir sur de l'outillage, sur des produits, n'hésitez pas à liker le commentaire épinglé. Là encore, je ne vous demande pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Juste si le thème de cette vidéo vous plaît, de liker le commentaire épinglé, ça me donnera une idée si ça vaut le coup que je travaille là-dessus ou non. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous apportera plein d'informations. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à plus.